Bonjour à tous, vous qui nous suivez aujourd'hui pour ce workshop sur l'industrie 4.0. Donc, je vais me présenter, je vais démarrer. Donc, je suis Astrid Cuvilly, je représente le cabinet de conseil qui s'appelle Ready for Digital Normandie, donc qui est basé en Normandie, qui est adhérent de NWX. Donc, aujourd'hui, pourquoi nous sommes là? Donc, nous allons parler d'industrie 4.0. Donc, c'est Benoît Marcel qui vous en parlera plus que moi. On est là aujourd'hui, c'est Magali et Claire donc de NWX qui m'ont contacté, on va dire, il y a quelques mois pour faire un workshop sur ce sujet de l'industrie 4.0. Et l'idée, c'était de mettre en avant un acteur d'une filière normande. Et l'idée première qui m'est venue, c'était d'avoir un acteur de la Glace Valley, qui est un territoire assez particulier, on va dire, où je trouve toute la spécificité de la production de verre et de flacons de parfum en verre. Et pourquoi j'ai pensé à la Glace Valley? Parce que j'y ai travaillé pendant quelques années. J'ai sollicité NWX pour faire appel à Pocher du Courval qui avait annoncé à l'automne dernier son projet de flaconnage 4.0. Donc voilà, je me suis dit que ça tombait à point nommé de convier Pocher du Courval, ce qui est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc je remercie déjà Claire et Magali qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Je remercie aussi le sponsor de ce workshop, donc qui est Devoluis et qui, il me semble bien, est adhérent aussi de NWX. Donc c'est Benoît Marsalet, je vais laisser la parole après, qui va vous présenter un peu concrètement ce que c'est l'industrie 4.0 et ce projet flaconnage 4.0. Pour cela, il va présenter le process de production d'un flacon de parfum en verre. Donc Benoît forcément connaît tout ça, moi je connais aussi. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce process, surtout n'hésitez pas via le chat à partager toutes vos questions. Voilà, c'est ce que je voulais préciser avant de démarrer. Je vais laisser la place à Benoît. Je vais laisser vous présenter. Merci Astrid et merci à NWX de nous inviter à échanger sur ce sujet important. Alors, dans l'industrie 4.0, je ne suis pas un expert, je suis un utilisateur, mais du flaconnage 4.0, alors là, j'ai un peu plus de connaissances sur le sujet puisque c'est le cœur de métier. Donc, je suis Benoît Marzalec, j'ai 49 ans, j'habite au nord de Rouen depuis 12 ans. Je suis le directeur industriel de Pocher du Courval, qui est un verrier, effectivement, qui se trouve dans la Glace Valley, donc dans l'écosystème de production des flacons français. J'ai un parcours un peu atypique en fait pour un industriel puisque je suis issu d'une formation d'ingénieur en informatique. J'ai œuvré pendant 15 ans dans l'informatique, dans les systèmes d'information, en conseil, dans les sociétés de services ou chez des clients finaux. Et puis, je suis arrivé chez Pocher du Courval en tant que directeur des systèmes d'information pour un projet de transformation des systèmes d'information à base de RP que j'ai réalisé pendant 4 ans. J'ai ensuite pris la responsabilité de la supply chain pendant 4 ans aussi. Et puis, progressivement, je suis rentré dans le cœur de métier et j'ai pris le pilotage de l'ensemble des activités industrielles, donc des 3 usines de production que nous avons et qui sont principalement basées en France. Merci pour cette première présentation. On va démarrer. Est-ce que vous pouvez nous présenter Pocher du Courval? Oui, tout à fait. David, si vous pouvez partager l'écran, c'est parfait. Effectivement, alors Pocher du Courval, c'est une société, c'est une vieille dame. C'est une société qui a 400 ans, qui a été créée en 1623, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Pocher. C'est une société qui est d'un capital exclusivement privé, donc détenue par une famille française, qui s'appelle la famille Colonna, et on appartient à la même famille depuis 200 ans. Donc voilà, on est dans une vision qui est une vision long terme dans les actions qu'on mène, et on a un peu d'expérience sur le marché du flaconnage. On a un engagement de croissance durable, un travail vraiment de partenariat très fort avec nos clients, qui sont finalement assez peu nombreux, puisqu'on est sur un marché de niche. Et on est une entreprise qui fait partie des entreprises du patrimoine vivant, donc avec un savoir-faire qui est qu'on nomme savoir-faire ancestral. Le groupe Pocher du Courval est capable d'apporter des solutions de packaging dans le verre, dans le plastique, dans le métal et au travers un certain nombre de propositions d'accessoires autour de ces sujets packaging. Pocher du Courval, lui, est dédié au verre.
et les sociétés Calipac, Priminter et Solève sont dédiées au plastique, métal et accessoires. Mais aujourd'hui, on va principalement parler du verre, mais je voulais donner la vision globale de ce qu'est le groupe Pochet. On travaille sur le marché de la beauté. Donc, on produit des packaging pour le marché de la beauté qui est segmenté en 3 parties. Le parfum, et donc c'est vraiment le cœur de notre activité, la production de flacons de parfum. Mais aussi le soin, avec une production qui est un peu plus faible, mais pour lequel on produit des pots ou des petits flacons. Et puis le maquillage, sur lequel on a une activité qui est plus légère, sur des fonds de teint par exemple. Alors on travaille avec des clients qui sont des clients évidemment assez connus, prestigieux. On est dans le domaine du luxe, hein. On produit des flacons dans le domaine du luxe, donc pour des clients comme Chanel, comme Hermès, des clients plus gros comme L'Oréal, avec des marques comme Lancôme, comme Viktor & Rolf par exemple, LVMH évidemment avec Dior, Guerlain, Bulgari, Louis Vuitton, des clients un peu plus internationaux, un peu plus européens comme Puig par exemple, avec Carolina Herrera, avec Paco Rabanne, et puis des clients plus internationaux encore, comme Boticario au Brésil ou comme Estée Lauder aux États-Unis. On fait 80% de notre chiffre d'affaires avec 15 clients. Donc, on a vraiment un marché qui est assez captif avec une relation très étroite avec nos clients. Alors, sur la production pure, on a un savoir-faire qui nous apporte un certain nombre de compétences permettant d'innover. Alors, on innove sur les formes, on innove sur le packaging. Sur les formes, par exemple, la forme intérieure, on est les premiers à avoir produit une forme intérieure à un flacon. Normalement, un flacon, ça se souffle, donc avec de l'air, et donc l'air répartit le verre de manière homogène à l'intérieur du flacon. Et donc, on a été capable, malgré ça, de pouvoir créer une forme à l'intérieur d'un flacon comme la forme de la panthère pour Cartier, ou de créer des flacons qui sont les plus légers existants aujourd'hui sur le marché, tout aussi solides qu'un flacon normal, mais très léger, ne laissant voir que finalement que le jus. Gabriel, avec le lancement Chanel, c'est un développement verre de près de 10 ans, donc un gros travail d'investissement pour innover sur cette capacité à alléger le verre, mais à le rendre tout aussi fiable. Et on a voilà, quelques réalisations, ça vous donne une idée de ce que c'est que le monde du flaconnage. Voilà, différents clients, différents flacons, Louis Vuitton, Nombre Nomade, Joy avec Dior, Only the Brave avec Diesel. Sur chacun de ces flacons, vous avez d'abord la production du flacon, puis ensuite vous avez son parachèvement, c'est-à-dire le fait d'embellir le flacon au travers de la laque, une étiquette, une sérigraphie, un marquage à chaud, une tampographie, différentes activités qui permettent, en s'associant, d'embellir le flacon. Et donc, nous, on livre des palettes de flacons qui sont décorés et qui vont être utilisés par nos clients pour être conditionnés, donc mis au jus, mis sous emballage cellophane et distribués dans les différentes parfumeries en France et dans le monde. Alors, on a d'autres exemples sur le marché du soin avec des pots, et puis sur le marché du maquillage avec des glosses ou avec du rouge, je ne trouve plus le terme, mais c'est pas grave, peu importe. Alors, on est situé principalement en France, à Guimerville, donc au nord de Rouen et au sud d'Abbeville, hein, dans la vallée de la Brelle. Une grosse usine qui fait 1250 personnes, donc c'est un gros paquebot à gérer. Puis on a deux autres petites usines, une en Hauts-de-France qui fait 200 personnes et une au sud de Paris qui fait une centaine de personnes, qui est située dans la Cosmétique Vallée, donc proche de nos clients qui sont les clients de la cosmétique, et puis notre siège social qui se situe à Clichy. Notre usine de Guimerville, elle recèle nos fours de production, donc la zone dans laquelle on va produire les flacons, c'est-à-dire ce qu'on appelle le verre chaud, à l'inverse du parachèvement. Et donc on a 4 fours qui sont installés sur cette usine. Sur cette partie verre chaud, donc cette partie production de flacons, on trouve 900 salariés. On tourne à feu continu, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 365 jours par an, le 1er janvier, le 31 décembre, le 1er mai, le 8 mai. L'usine tourne, on ne s'arrête pas. On a 3 fours en fonctionnement.
15 lignes de production, on a un quatrième four en backup. Alors l'activité Covid, évidemment, nous a amené pas mal de difficultés. On est aujourd'hui avec 2 fours qui fonctionnent, 10 lignes de production, principalement puisque le tourisme a quasiment cessé. Et donc, tout ce qui est travel retail, c'est-à-dire les ventes dans les aéroports, ont cessé. C'est à peu près 15% de l'activité qui s'est envolée en fumée, qui n'a pas été récupérée au travers les ventes par Internet. Donc, clairement, on a une activité qui est plus faible depuis maintenant quelques mois et ça va durer encore quelques longs mois malheureusement. On produit 85% de flacons, 15% de pots ou de petits contenants pour le soin. Et on produit, quand on est à 15 lignes, 1 million de flacons par jour. Donc on a un volume de production qui est relativement important pour servir l'ensemble de nos clients. Voilà ce qu'on peut dire sur notre activité pour Cauchy les Courval. Comment, alors on va parler justement, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'industrie 4.0 et le flaconnage 4.0. Qu'est-ce que ça représente pour vous concrètement au sein de votre site? Alors, vous ne l'avez pas encore vu, je vous montrerai le process après, mais on est dans l'industrie lourde, hein. Vous allez voir, on parle de température extrême, on parle de formage, donc on est dans l'industrie lourde, avec un savoir-faire ancestral, avec 400 ans, des familles de génération en génération qui ont travaillé au sein de nos usines et qui travaillent au sein de nos usines. Donc, ce sont des choses qui sont évidemment à prendre en compte dans le contexte de l'industrie 4.0. Ce qu'on entend par industrie 4.0 ou flaconnage 4.0, c'est le fait de digitaliser en fait l'ensemble des informations qui sont issues du process de production, d'améliorer la communication qui est très orale dans notre métier entre les différentes parties prenantes. L'améliorer, c'est pas enlever le côté humain des choses, mais c'est supporter par les outils la mise à disposition d'une information qui est une information pertinente. C'est aussi automatiser et robotiser nos lignes de production pour réduire la pénibilité. Quand vous parlez d'1 million de flacons à emballer, quand vous les emballez à la main, il y a une partie pénibilité qui est très très importante. Donc le projet Flaconnage 4.0 a aussi cette vocation. Et puis c'est d'utiliser des outils modernes, des outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de mieux comprendre finalement les interactions qu'on a sur nos process, les facteurs influents qui font que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors on a des clients qui sont très très exigeants en termes de qualité. Quand vous parlez avec Louis Vuitton sur la production de son flacon, qui coûte 350 € dans les linéaires, il n'y a pas beaucoup de défauts qui sont acceptables pour ces clients. Et notre process et la matière vert génèrent un certain nombre de défauts. Et donc, on a un taux de rebut moyen dans nos usines qui est de l'ordre de 30%, ce qui est assez colossal dans l'industrie en général. Donc, un flacon sur 3, alors il est jeté mais recyclé, c'est l'avantage du verre. Et ces outils d'IA doivent nous aider à mieux comprendre où sont les problématiques que l'on rencontre sur le process et comment réduire ce taux de rebut qui pénalise évidemment la partie économique de notre compétitivité. L'histoire, c'est qu'il y a encore quelques années, sur certains postes, quand je dis quelques années, c'était il y a 18 mois, sur certains postes de travail, il n'y avait pas de PC. Il y avait des gens qui n'avaient pas forcément la capacité à pouvoir utiliser un PC. Et donc, l'évolution des compétences et la capacité à intégrer de nouveaux talents, c'est aussi un vrai sujet au travers de ce projet Flaconnage 4.0, donc lié le côté empirique et ancestral au côté factuel et digital. C'est tout l'enjeu de ce projet. On va peut-être présenter là le process de production pour aller encore un peu plus en profondeur dans le sujet, pour rendre concret tout ça. Parce qu'effectivement, c'est un process ancestral assez impressionnant à voir. Pour moi, avoir fait visiter à plusieurs reprises, pas chez Cauchy les Courval, mais chez un autre confrère qui fait des bouteilles en verre, à peu près le même procédé, c'est assez hypnotisant. Donc voilà, je vous laisse présenter ça, et surtout voilà, les personnes, là il faut bien comprendre, comprendre à peu près le process pour comprendre pourquoi derrière il y a ce projet de Flaconnage 4.0. Donc voilà, si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse. Benoît. Et effectivement, c'est un process qui est un process assez intéressant. Si vous avez l'occasion de visiter une verrerie, n'hésitez surtout pas. Profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Alors voilà une petite cinétique de notre process. Donc avec une partie haute, qui est la partie, on va dire, qu'on appelle fusion, qui est une partie dans laquelle le temps est assez long. C'est un temps qui va durer entre 24 et 48 heures.
À l'inverse de la partie basse, qui est un process qu'on appelle le process de formage et de tri, qui lui est un process qui va être plus rapide, qui va durer quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, mais on va dire pas plus que 2 heures. Donc on est vraiment sur 2 temps qui sont 2 temps différents, des métiers différents. Et je vais faire un petit focus sur le process de fusion pour que vous compreniez bien ce à quoi ça correspond. Alors en fait, tous les jours, on a plusieurs dizaines de camions qui viennent déverser les matières premières dans nos silos. Donc le verre est constitué de sable, de chaux et de soude principalement. Et donc ces matières premières sont mises dans des silos. On pèse les matières premières, on les envoie par batch de 1,5 tonne dans des mélangeurs qui tournent, qui mélangent ces matières ensemble. Donc, il faut à peu près une dizaine de matières premières pour constituer le verre. Hein. Certaines, je ne parlerai pas parce qu'elles sont confidentielles. Et au travers des tapis de convoyage, on va apporter ces matières premières auprès de nos fours. On va y ajouter à ces matières premières ce qu'on appelle le calcin, c'est-à-dire en fait nos rebuts du verre déjà formé, mais qui a été cassé puisqu'il n'était pas du bon niveau de qualité. Et donc, on va faire ce mélange à proximité de nos fours. On va enfourner ces éléments dans ce qu'on appelle un four à boucle. Donc, un four à boucle, c'est un four dans lequel on va monter en température au travers des brûleurs à gaz pour venir lécher le vin de verre et pour monter en température l'ensemble de ces matières et de ce calcin et le faire fondre. Alors, les températures dont on parle, c'est des températures qui sont importantes, puisqu'on parle de 1600 degrés. C'est une température qui est supérieure à la température de la lave. Hein. La lave est à 1200 degrés. Donc, on travaille dans des environnements qui sont des environnements assez extrêmes en termes de température. Cette partie du process, dans cette partie du process, le grain de sable qui tombe de la trémie met à peu près 48 heures avant d'arriver dans ce qu'on appelle le feeder, qui est en fait la petite rivière de verre qui va couler à proximité de la machine pour venir récupérer la goutte de verre et former le flacon. Donc on est sur un process de 24 à 48 heures pour le grain de sable avant qu'il arrive à la phase de transformation. Donc ça, c'est la partie amont du process. Le four, là, c'est 80 tonnes de verre, c'est ça, hein? Voilà, nos fours font entre 60 et 90 tonnes en fonction des typologies de fours. Donc les petits fours font 60 tonnes, 55 tonnes, et les fours flaconnage un peu plus gros font 90, 100 tonnes maximum. Sur chacun de nos fours, on a 5 lignes de production. Sur ces 5 lignes de production, tous les jours, on change de production. On produit aujourd'hui un Chanel Chance 5 ml, demain un Hermès, jour d'Hermès 150 ml, et ainsi de suite. Alors, c'est pas tout à fait vrai en termes de... S'il y a 4 fours, à chaque fois 5 lignes, ça fait au moins 20 changements de production par jour, quoi. Alors, on a un four de backup, donc c'est 3 fours 15 lignes, et c'est au moins 10 à 12 changements par jour. Ouais, d'accord. Alors, le week-end, on ne change pas, c'est l'avantage, mais on a une activité de déstabilisation, restabilisation qui est importante, sachant qu'un temps de changement, c'est de l'ordre de 5 à 6 heures. Vous voyez, on a un temps de changement qui est relativement long avant d'arriver à l'objectif, puis ensuite un délai qui est court pour produire les flacons qu'il y a à produire. Voilà pour la partie haute du process. La partie basse, donc c'est la partie formage. Donc, en fait, elle consiste à venir cueillir par gravité les gouttes de verre qui tombent et les couper à la bonne mesure et au bon poids pour pouvoir former la bonne contenance de flacon. Donc là, vous avez 2 gouttes de verre, ce qu'on appelle le double gobe. Vous avez 2 gouttes de verre qui tombent à la fois, qui vont être orientées donc dans la machine, dans les moules de la machine, au travers des scoops, et qui vont descendre par gravité dans les moules de la machine. Donc on a dans une machine de formage, on appelle machine IS, on a 2 moules, un moule ébaucheur et un moule finisseur. Donc là, on est côté ébauche. Les gobes de verre tombent dans l'ébaucheur, on vient souffler par le dessous, former une bague, former une forme de flacon, puis ensuite on vient inverser le flacon dans le moule finisseur et souffler dans le flacon et obtenir la forme finale du flacon qui sort de la machine à travers un take-out qui vient poser les flacons à l'extérieur de la machine qui sont ensuite poussés vers un convoyeur. Alors là, les flacons font à peu près 550 degrés. Donc on est passé de 1600 degrés progressivement à 550 degrés. Et les flacons passent sur un convoyeur et ensuite sont rebrûlés. Donc on vient en fait gommer les défauts d'aspect qu'on peut avoir qui ont été réalisés pendant le formage. Donc les pots de crapaud, les petits défauts qu'on peut avoir de moule sont gommés grâce à ce rebrûlage. Puis ensuite on vient pousser les flacons dans l'arche de recuisson. Pourquoi? Parce que le flacon est encore à peu près à 450 degrés.
Si vous le prenez et que vous le laissez refroidir sans passer par l'arche, il risque d'exploser à tout moment puisqu'il est plein de contraintes. Et donc, il faut le décontraindre. Pour le décontraindre, l'arche va monter en température et redescendre progressivement et dans la durée à une température ambiante. Là, vous avez des flacons qui sortent de l'arche et qui vont être retriés. Donc, ils vont être triés de deux manières différentes, soit en automatique, soit en manuel. Donc, soit par des hommes qui vont regarder les défauts et qui vont éjecter les flacons qui sont à défaut, soit au travers des caméras. Et donc, dans notre projet Flaconnage 4.0, on le verra après, cette partie vision est un sujet important puisqu'il permet de détecter les bonnes mesures, les défauts d'aspect, les glaçures que l'on peut trouver sur nos flacons. Et ce, au défilé, et une fois de plus, avec des formes qui, tous les jours, changent, puisqu'on n'est pas en train de produire des bouteilles, mais on produit des flacons qui ont chacun une forme différente et chacun une composition différente tous les jours. Voilà pour le process. Merci. Alors moi, voilà, pour avoir déjà vu plusieurs fois ce process sur les bouteilles, mais c'est vrai que c'est la partie paraison. Alors les gens n'ont peut-être pas remarqué, mais quand ça tombe dans les scopes, là, ça va très vite. Et effectivement, ce ne sont que les opérateurs qui arrivent à détecter les défauts. Moi qui suis passé plusieurs fois, je ne vois rien. Effectivement, c'est la connaissance des opérateurs sur place qui permet de voir si la bouteille, enfin, ou la bouteille, là pour le coup, le flacon est conforme à ce qui a attendu ou pas. Donc, qu'est-ce que ça représente concrètement pour vous, ce projet Flaconnage 4.0? Donc là, on a vu le process de production. Concrètement, où ça se situe, voilà, ce projet Flaconnage 4.0? Alors, ça représente pour nous d'abord un projet dans la durée. Hein. C'est un projet qui fait 5 ans et donc qui a été initié en 2018-2019 et que l'on veut voir pérenniser d'ici 2024. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées, mais qui sont encore à mener. Je vous l'ai dit en introduction, c'est un véritable changement culturel avec un accompagnement au changement qui est important pour nos équipes. C'est un projet de 15 millions d'euros d'investissement sur ces 5 ans. Donc c'est un investissement fort de la part de notre actionnaire, avec un enjeu qui est majeur, qui est en fait de réduire notre taux de rebut. 30% de taux de rebut, c'est quelques millions d'euros qui s'envolent en fumée. Alors, c'est de la dépense d'énergie, du gaz, c'est de la dépense évidemment de gens qui travaillent et qui alors, on a du recyclage, c'est vrai, puisque le verre est recyclé en automatique, mais malgré tout, c'est quand même des grosses dépenses. Et donc, ces 15 millions ont pour vocation de nous aider à réduire ces coûts dans une vision long terme. Alors, le Covid nous a fait un peu mal, évidemment, dans le cadre du projet, parce que ça a mis un coup d'arrêt, mais ça nous a aidé aussi à accélérer un certain nombre de sujets, et puis à monter des demandes de subventions auprès de l'État et auprès de la région Normandie, et on a été bien aidé réellement par l'État et la région normande sur le sujet, avec une subvention d'1,5 million sur les 15 millions, donc 10% du montant, qui vont nous permettre de pouvoir continuer à avancer sur ce projet. Et là, à aujourd'hui, mars 2021, vous en êtes où dans ce projet? Alors aujourd'hui, mars 2021, on a construit l'équipe projet et on a mis en œuvre une première solution qui est une solution de suivi en temps réel en fait de l'activité de production. C'est une solution qui s'appelle un MES, c'est-à-dire un outil de suivi en temps réel de ce qui se passe sur nos lignes. On a positionné les capteurs nous permettant de comprendre ce qui se passe tout au long de la chaîne de production que vous avez vue. Là, vous avez une vision temps réel, vous voyez, ça s'affiche et ça se met à jour en temps réel. Ça, c'est une ligne de production, c'est notre ligne 41, la première ligne de notre four 4. Vous voyez que les informations que vous avez là, qui sont la fiche du flacon, donc c'est un flacon pour le client coach qui fait 90 ml, fait 220 grammes. On doit en produire 172 000, et là, dans l'heure qui précède, on en avait 2600 à produire en objectif, on en a produit 2900. Donc ça se passe plutôt bien sur la ligne de production, là, à l'instant où on se parle, c'est plutôt pas mal. L'OF a commencé ce matin, et depuis ce matin, on a produit 16 000 flacons, on a produit 15 000 flacons pour 16 000 l'objectif. Ça rejoint il y a une question de Florian Laboule qui demandait quelles sont vos cadences de production. Donc là, pour ce flacon-là, il a une... Alors ouais, nos cadences varient en fait en fonction de la taille, du poids du flacon. On va avoir des cadences les plus faibles qui sont à 45 aux minutes,
et les plus fortes qui sont à 200 coups minutes. 200 coups minutes, c'est-à-dire que toutes les minutes, il y a 200 flacons qui sont produits. Donc ça va très très vite quand on est sur ces cadences. C'est en général ce qu'on appelle les miniatures, donc des petits formats. Et les cadences les plus faibles sont pour les gros formats, donc jusqu'aux 200-250 ml. Donc ce que vous avez là, c'est en fait finalement la résultante de toute la digitalisation du process, la récupération en temps réel des flacons sur la production. À droite, ici, vous avez toute une série d'informations sur la qualité. Donc, on fait des sondages, on a des défauts, les caméras détectent les défauts, elles sont montées directement dans le système et elles sont stockées et historisées. On mesure la contenance des flacons, on mesure le poids de chaque flacon en automatique et on a des cartes de contrôle qui apparaissent en automatique et qui permettent à nos opérateurs de pouvoir modifier, quand le poids dérive, modifier finalement la taille de l'apparaison, par exemple, pour pouvoir ajuster le process. Donc là, on a un premier niveau qui est la captation de l'information, premier niveau de consolidation qui est, on va dire, un affichage relativement simple de ces informations, qui a été mené entre, on va dire, fin 2018 et mars 2021, avec l'utilisation de la période Covid pour former les 450 personnes qui utilisent cet outil et qui, pour certains, n'avaient jamais utilisé d'outil informatique. Ça a été un vrai chantier, ce qui a permis ce que cet outil a permis aussi de faire, c'est de relier les différents secteurs qui travaillent autour de la production. Donc, pour pouvoir produire, on a besoin d'outillage, donc de moules. Les gens de la moulerie sont directement reliés à cet outil, voient ce qui se passe sur la ligne. Quand un moule est abîmé, il est sorti et les gens de la moulerie viennent le récupérer et le réparer avec une information qui a été automatisée. Alors qu'à l'époque, il y avait un petit train avec une personne qui se baladait de ligne en ligne pour voir s'il y avait des moules à traiter. Et quand il avait fait le tour, il avait peut-être oublié un moule. Donc, voilà, donc on a beaucoup progressé sur les échanges entre la qualité, la moulerie, le retriage et la production au travers cette première étape qui a été mise en place. Alors, ça rejoint une question de toujours Florian, qui a demandé pour ce projet 4.0, est-ce que c'est une équipe interne ou externe qui pilote le projet? Donc, ça rejoint un peu, voilà, quelles sont les ressources que vous avez en interne? Est-ce qu'il y a des prestataires externes qui vous accompagnent? Comment vous avez fait? Alors, effectivement, on a construit une équipe projet solide interne. Je parlerai de la partie externe parce qu'évidemment, on se fait aider aussi en externe. Hein, mais on a une équipe projet qui est une équipe interne qui est solide, qui est pilotée par un chef de projet qui est aguerri, qui fait partie d'une cellule qu'on appelle la cellule des projets industriels. Et autour de lui, il a des acteurs de la direction des systèmes d'information, le réseau de gestion, hein, ce qu'on appelle l'IT, des représentants de la direction technique, donc le réseau industriel, ce qu'on appelle l'OT, et puis des gens de production, donc des gens du cœur de métier qui connaissent le process et qui savent pourquoi ces défauts apparaissent, qu'est-ce qui se passe quand ce défaut apparaît, ou qu'est-ce qu'il faut aller regarder quand on a ce type de défaut. Donc qui ont constitué cette équipe projet. La partie métier a été intégrée avec des utilisateurs clés qui étaient donc des gens du métier qui ont été quasiment dédiés à 100% au projet. Donc sur la mise en œuvre de la solution que vous avez vue là, il y a vraiment eu des gens qui ont été libérés pendant 1 an à 100% des chefs d'équipe, des machinistes, des régleurs qu'on a mis à disposition du projet pour vraiment que ce soit un facteur de réussite du projet. On a évidemment aussi une gouvernance autour de ce projet. Hein, on a travaillé avec une équipe, mais cette équipe est aussi structurée par une démarche de gestion de projet qui est aussi importante, je pense, pour la réussite d'un tel projet. Donc avec un sponsoring de la direction industrielle et de la direction générale, avec une démarche de revue, d'arbitrage des budgets, d'arbitrage des moyens, qui se fait tous les mois à travers des comités de pilotage, à travers des choses assez structurées pour réussir à bien suivre chacune des activités, chacun des chantiers de ce type de projet. Et puis on a aussi fait appel à des partenaires externes, évidemment. D'accord. La solution que je vous ai montrée, c'est une solution qui a été développée par un acteur qui s'appelle Vertec,
est un expert dans les solutions verrières. On mesure le poids de verre avec des solutions spécifiques qui viennent de chez Tiama. On a des gens qui nous aident sur la partie structuration des données, puisque c'est l'étape sur laquelle on est en train de travailler maintenant qu'on commence à avoir collecté finalement pas mal d'informations. On travaille à la structuration de la donnée, et donc on est en train de choisir un prestataire qui va nous aider à construire le data lake de données dont on a besoin et à pousser ces informations vers un outil d'intelligence artificielle nous permettant de croiser les données et de regarder quels sont les facteurs influents selon les différentes productions que l'on réalise. Et donc là, on est en train de finaliser en fait la recherche des bonnes solutions qui vont nous aider à passer à l'étape suivante, qui est que maintenant qu'on collecte l'information en automatique, que l'information est fiable et qu'elle commence à pouvoir parler, on va la faire réellement parler. Alors on a entre 480 et 520 points de collecte différents, des températures de moule, des températures de gobe, des températures de voûte, des températures de sol, des températures de feeder avant feeder. Enfin bref, il y a pléthore de capteurs qui ont été installés et qui collectent cette data. Et donc maintenant, l'idée, c'est, à travers les compétences verrières et les outils d'IA, d'essayer de regarder comment on peut réussir à, de manière plus efficace et plus rapide et plus factuelle, comprendre, quand on a un facteur influent qui dévie, comment le remettre en place le plus rapidement possible. Alors, initialement, ça va plutôt être, évidemment, des analyses faites par les outils et puis des actions faites par les hommes, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des boucles automatisées pour agir en automatique sur le process et pour le réguler en automatique. Il y a des zones dans lesquelles les régulations peuvent se faire, et donc c'est un des thèmes sur lesquels on va travailler d'ici 2024. D'accord. Il y a toujours Florian qui pose une question. Alors, vous avez commencé à avoir un retour, avez-vous commencé à avoir un retour d'amélioration qualité suite à la mise en place du MES? Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, on n'a pas mis en place le MES en se disant qu'on n'allait rien gagner, donc oui, on a, oui, parce que malgré tout, il faut continuer à vivre, et dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est encore plus vrai avec le Covid. Oui, on a commencé à avoir des réelles améliorations en termes de performance sur nos lignes de production, de l'ordre de plusieurs points de rebut, de l'ordre aussi de types de défauts qu'on ne voit plus apparaître, c'est-à-dire qu'ils sont corrigés beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'étaient avant. Malgré tout, on est encore à un taux de rebut qui reste à 2 chiffres, et notre ambition, c'est au moins de le diviser par 2. Donc, on n'est pas encore à la division par 2, on a gagné 1, 2, 3 points, on a encore du travail à faire. La partie traitement de la data est vraiment le sujet qui va nous faire cranter pour accélérer en fait notre réactivité dans la correction des problèmes qu'on rencontre sur nos lignes. D'accord, donc vous parlez justement de traitement de la data. Donc, quelle est la cible d'ici 2024 et quelles sont les étapes clés d'ici la fin de ce projet? Alors, la cible, je vous ai mis un petit schéma, David, si vous voulez bien partager. Voilà, c'est toujours le même process, mais finalement, la cible vers laquelle on va aller, c'est celle-ci. D'abord, la boucle MES qu'on a déjà mise en place et qui permet en fait de venir collecter toute une série de capteurs d'informations sur toute la chaîne de production, qui permet d'interconnecter les différents acteurs qui gravitent autour de la production. C'est de continuer à déployer l'automatisation avec l'encaissage, avec nos lignes vision qui sont des points de collecte importants, de travailler à la traçabilité du flacon, de savoir quelle est la section qui a produit le flacon qu'on est en train d'emballer, de manière à corriger directement la section et le moule qui peut poser problème. Et puis de collecter toutes les données de supervision qu'on a sur nos fours et sur nos matières premières. Quel est le numéro de lot de la matière première qui a été utilisé pour la goutte qu'on vient de couper. Et donc, ça, c'est vraiment la cible qui va nous permettre de collecter toutes ces données, d'intégrer toutes ces données dans un data lake et d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de savoir que quand on a des bouillons au tri, il s'est certainement passé quelque chose en termes de température, soit sur le feeder, soit sur la sole, soit sur l'avant-bassin, et de pouvoir le corriger le plus vite possible. Ça, c'est la première étape. L'étape suivante, ça va être de la régulation automatique, c'est-à-dire
quand l'outil d'intelligence artificielle aura détecté cet écart cette tendance d'écart sur les températures, par exemple sur les feeders, de les corriger en automatique et donc d'ajuster l'énergie nécessaire à mettre sur le feeder pour pouvoir remonter en température si c'est nécessaire. Voilà, c'est vraiment la cible vers laquelle on veut aller et notre objectif, c'est que dans ces 4 ans, on puisse, sur chacune de nos lignes, ce qu'on voit là, hein, c'est une vision avec une ligne de production, mais il y en a 15. Et donc, quand vous faites un investissement sur une ligne, il faut le répliquer 15 fois pour le standardiser. Et vous voyez, c'est 15 millions d'euros d'investissement, donc ça fait 1,5 million par ligne. Finalement, c'est pas tant que ça. Parce que très, très vite, quand on parle de machines, quand on parle de capteurs, quand on parle de collecte de la data, quand on parle d'outils de traitement, les investissements sont assez massifs. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, moi, consommatrice, j'ai un flacon de parfum et pouvoir remonter du flacon de parfum presque jusqu'à le grain de sable, quoi. J'exagère peut-être, mais est-ce que ça peut s'imaginer, ça? Ouais, ça peut s'imaginer. C'est pas encore le cas, mais la traçabilité du flacon, c'est un des sujets sur lesquels on travaille avec nos clients, à la fois pour authentifier le flacon, c'est-à-dire s'assurer que le flacon a bien été produit en France et appartient bien au client qui l'a vendu, donc sur la contrefaçon, mais aussi pour effectivement amener une information au client final sur il a été produit dans quelle usine, sur quelle ligne de production, il est passé par quelle ligne de parachèvement, il a été conditionné dans quelle usine chez le parfumeur, il est passé par quel réseau de distribution avant d'arriver chez le consommateur final. Donc oui, c'est des choses qui arriveront dans les années à venir et sur lesquelles on est en train de travailler. Alors ça reste des sujets, je dirais, qui sont encore de l'ordre des proof of concept et qui ne sont pas encore déployés. Mais cette idée de traçabilité du flacon pour la consommatrice finale, c'est un des sujets qui commence à se développer. Et certains de nos clients ont commencé à constituer des bases d'informations plutôt sur les jus et sur les flacons, pas encore sur le détail de ce qui se passe en aval chez nous, mais c'est une des ambitions qu'on aura dans le cadre de ce projet. D'accord. Ok. Donc là, par rapport à ce que vous nous avez expliqué, donc vous avez déjà une expérience, une équipe interne de projet. Enfin voilà, vous connaissez le fonctionnement de votre projet. Vous avez ça, une culture qui est propre à vous, et on le sent bien. Par rapport aux personnes qui peuvent nous écouter, quel conseil vous pourriez donner à des gens qui veulent aller dans l'industrie 4.0, alors à différents niveaux selon la taille de structure, mais quels conseils vous pourriez leur apporter? Alors, ce sera dans le domaine industriel, ce dont je parlerai sera dans le domaine industriel, parce que mes compétences sont pas suffisantes pour parler de manière générique. En tout cas, dans un domaine industriel où on est dans une industrie lourde, les facteurs clés de succès d'un tel projet, c'est vraiment d'impliquer les gens de terrain. Parce que la transformation de la culture, c'est un sujet qui est important. Il y a un savoir-faire et on est convaincu, chez Pocher du Corval, que ce sont les hommes qui font que la société est là depuis 400 ans et qu'elle restera encore là dans 400 ans. Et que ce sont eux qui font cette transformation et que ce sont eux qui, tous les jours, font des exploits pour produire les flacons qui sont demandés par nos clients. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on fait à peu près 300 nouveaux flacons par an, 300 nouvelles formes tous les ans demandées par nos clients. On a parlé de Chanel Gabriel il y a 2 ans, on a lancé Idol chez Lancôme, donc le flacon en forme de téléphone chez Lancôme l'année dernière. On vient de lancer le H24 de Hermès, la nouvelle fragrance pour hommes. Donc tous les ans, en fait, on produit une nouvelle forme. Et donc, ces capacités de création, elles sont vraiment de la compétence du savoir-faire de nos hommes. Et donc, c'est avec eux qu'il faut, je pense, travailler ces projets, parce que c'est eux qui ont les clés. Même si ils n'ont pas forcément toujours la capacité à se projeter sur des outils modernes, ils ont la capacité à pouvoir les intégrer dans leur savoir-faire. Et donc, c'est vraiment un facteur clé de succès. Il faut aussi structurer le projet. Il faut savoir avoir la vision, savoir l'expliquer pour embarquer les hommes et donc expliquer que il faut pas avoir peur du digital, il faut pas avoir peur de perdre son travail parce qu'on digitalise. Il faut plutôt l'utiliser comme une opportunité pour se former et pour progresser plutôt que comme une menace
qui viserait à réduire finalement le travail des gens. En tout cas, c'est le message qu'il faut faire passer, parce que cette crainte existe dans les équipes quand vous avez ce type de process. Et puis, il faut embarquer la DSI et la direction technique, qui sont en fait deux réseaux qui, depuis des années s'opposent, le système de gestion et le système industriel. Moi, j'ai été DSI pendant plusieurs années. Je suis maintenant en charge de l'industrie et je vois bien que les deux mondes sont les mêmes finalement. Et il faut réussir à embarquer ces deux mondes pour faire comprendre que oui, il faut que les machines tournent, mais il faut aussi que les datas soient dispo, qu'elles soient de qualité, qu'elles soient fiables, qu'elles puissent être récoltées au bon moment pour pouvoir être réutilisées. Et donc, ça, c'est vraiment, je pense, un facteur clé de succès. Et puis, il faut savoir libérer des gens qui sont sur le terrain, leur libérer du temps pour travailler. C'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Et c'est une vraie décision managériale qu'il faut savoir prendre si on veut que le projet réussisse. Il ne faut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, et puis tout ce qu'on peut avoir autour. Il faut savoir faire des choix et mettre les moyens là où on en a besoin pour faire avancer ce genre de projet. D'accord, merci. Alors, il nous reste un petit peu moins de 4 minutes, donc pour les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, j'en ai une dernière. Tout à l'heure, vous parliez justement de data, etc. Donc, quand on parle digitalisation, on se dit qu'il va y avoir des nouvelles compétences, on va dire, à intégrer. Est-ce qu'il y a un plan de formation? Est-ce que ça va être du recrutement? Est-ce que ça va être du monter en compétences de certaines personnes? Comment ça va se passer? Vous avez tout à fait raison. C'est une question qui est tout à fait pertinente. Oui, alors évidemment, dans le traitement de la data, il y a différents types de problématiques. Il y a des problématiques de business intelligence, il y a des problématiques de flux de données, il y a des problématiques de modèles mathématiques permettant de traiter la data. Et donc, il y a différents nouveaux métiers qui existent. On fait évoluer un certain nombre de nos compétences internes. On a des experts des flux de données au sein de la DSI. On a des gens qui sont experts de la BI. On n'a pas de data scientist, par exemple. Et un des sujets qui est un sujet en termes de transformation aussi important dans le projet, c'est la captation des nouveaux talents. Et donc, on fait de l'alternance, on fait de l'intégration et du partenariat avec des écoles d'ingénieurs pour capter cette compétence, pour la fidéliser au travers des projets qui sont ambitieux, avec des transformations mondiales, pour lesquelles il faut aller mettre beaucoup d'énergie, mais pour lesquels il y a aussi des gains qui sont finalement assez facilement récupérables, puisqu'on arrive sur un domaine où il y a beaucoup de choses à construire, et donc c'est assez valorisant. Donc oui, on est en train d'intégrer ces compétences, et donc s'il y a des gens qui sont intéressés à venir chez Pochet sur ces domaines, nous accueillons avec plaisir. Ça fait partie des plans de recrutement dans les années à venir. Oui, d'accord. Bah oui, je me dis, oui, il y a des nouvelles compétences à faire venir. Yes. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour conclure? Quelque chose à dire en plus? Écoutez, ces projets sont des projets, je l'ai dit beaucoup, mais je pense que ce n'est pas des projets techniques. Pourtant, je suis un bon technicien. En tout cas, j'ai aimé beaucoup la technique. Mais l'expérience acquise montre que finalement, c'est vraiment la partie aussi humaine qui fait que ça marche. La capacité à expliquer aux gens, à montrer, à démontrer au travers des proof of concept, au travers des essais, en se trompant des fois, mais en impliquant les gens qui font que ça marche. Je suis vraiment convaincu que c'est le point important. Donc, la technique est au support des organisations et des hommes, et elle doit rester au support des organisations et des hommes. Elle ne doit pas être au-dessus. Et donc ça, c'est vraiment un point, moi, qui me tient à cœur, et je pense un message qu'il faut faire passer aux managers, parce que je pense qu'en ayant cette approche, on aboutit plus facilement à ce type de transformation, tout en se faisant aider par des experts. On a parlé de monter en compétences internes, mais la partie externe est aussi une partie qui, pour moi, est aussi importante. Il y a de l'expertise dans l'écosystème qui peut se trouver finalement pas très très loin, dans la région rouennaise, en France, avec des gens qui ont de fortes compétences dans les modèles mathématiques et dans le traitement de la data. Ça va. Il faut s'appuyer sur eux. D'accord.
Merci beaucoup. On est pile poil dans les temps. Merci Benoît pour cette présentation. Très intéressante. Et merci à tous d'avoir participé. Merci. Bonne journée. Parfait. Merci. Bonne journée.